Aujourd'hui, nous recevons M. Barnabé Milingagno, président du RCC. C'est un parti politique. On va d'abord commencer par en savoir un peu en gros. Et puis, on va aborder des questions essentielles, des questions d'actualité pour essayer de trouver les compréhensions des uns et des autres, parce que nous estimons que la RDC est sur la croisée et sur une bifurcation qui ne demande rien d'autre que des grandes réflexions et surtout des réflexions très objectives, parce que soit nous prenons une mauvaise direction, soit nous prenons la bonne. Il ne suffit pas seulement de dire que la majorité a décidé. Mais oui, elle peut décider dans la subjectivité. Et plus tard, le pays ne connaîtra que les conséquences de ce qu'a été la somme des réflexions subjectives. Et pourtant, on doit beaucoup plus s'inscrire dans la perspective d'assurer l'existentialité et l'évolution positive de la République démocratique du Congo en tant que nation. Nous ne cesserons de le dire, nous avons tout. D'abord, la nature nous a tout donné. En termes de potentialité, terre, eau, minerais, n'en parlons même pas, même l'espace, forêt. Et le capital qui nous poserait problème maintenant, c'est plutôt cette ressource humaine. Les intelligences, ici dans Rendez-vous, nous continuons à croire qu'on en a. Les Congolais sont très intelligents, mais qui malheureusement, on constate que on utilise souvent nos intelligences pour des intérêts égoïstes, pour des positionnements et non pour l'idéal. Monsieur Barnabé Milingagno, merci d'être là. Bienvenue. Et ce qui est intéressant, je note que vous êtes très précis quand vous tenez un rendez-vous. Et personnellement, je ne pensais pas que vous soyez là du sitôt. Et encore une fois, ça dénote d'une certaine rigueur dans ce qu'on peut dire, le choix de ce qu'on doit faire ou des engagements. D'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir du RCC? Henri, merci beaucoup de m'avoir formulé cette invitation. Je vous en prie. Je me sens vraiment très honoré. Le RCC, nous sommes un groupe de Congolais lambda, normaux, issus de toutes les classes, dont nous avons fait face à quelques 2 ou 3 questions. Chaque jour, nous passons le temps à réfléchir sur ça. La première question qui nous a beaucoup plus embarrassé, c'était la démographie. Nous avons observé que nous allons doubler, ou bien nous doublons tous les 20 ans. Tous les 20 ans, nous doublons. En 1885, on était à 10 millions. Nous avons eu l'indépendance, nous étions 15 millions. Et aujourd'hui, 66 ans après, nous sommes près de 120 millions. Donc, il est établi qu'en 2040, nous serons probablement 250 millions de Congolais. Et le 30 juin 2060, nous serons autour de 400 millions. C'est lorsque vous prenez ces problèmes centraux et vous commencez à projeter des solutions, ça nous pousse à faire des réflexions sur nos avenues, nos types de maisons, de l'eau, l'électricité, la scolarité, et toutes les questions reviennent autour de ça. Et c'est comme ça qu'il y a tant d'autres, le réchauffement climatique, parce que la température va augmenter de 1%, et la pluviométrie sera multipliée par 7. Alors, nous avons aussi l'influence, la désertification des autres parties du monde, hein, ainsi que la guerre et la création de l'emploi. C'est comme ça que nous sommes retrouvés autour de cette organisation humaine qu'on appelle un parti politique. Et nous avons les ambitions d'accéder au pouvoir pour inoculer 3 molécules à la République démocratique du Congo. La première molécule, c'est la justice équitable. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Hein.
C'est la justice élève une nation. Et nous allons vraiment travailler sur l'indépendance de la justice afin que chacun de nous puisse avoir la liberté. Deuxièmement, c'est la bonne gouvernance. Il faut respecter la méthode de gestion et la cohabitation pacifique. Nous espérons que nous sommes un peuple pacifique. C'est un pays ici de l'immigration. Et nous allons travailler pour que la paix règne sur toute l'étendue, afin que tout le monde, tout citoyen du monde, soit libre de venir travailler au Congo. Et donc, l'État va sécuriser, va autoriser les libres circulations, mais la production de la richesse, nous allons la remettre entre les mains des entrepreneurs, entre les mains des Congolais. C'est pourquoi il faut une bonne justice pour que les banques fonctionnent, les entrepreneurs arrivent. Voilà les trois grandes préoccupations sur lesquelles nous menons nos réflexions au RCC, qui est rassemblement pour le changement effectivement du Congo. Et le siège est où? Puisqu'il y a toujours des questions qui viendraient sûrement par la suite. Le siège c'est où? Comment on fait pour adhérer? Ainsi de suite. Bon, généralement, les gens me contactent par mes propres téléphones 081 51 44 311, 089 94 55 665, 09 97 80 7000. Nous sommes à Gombe. La plus grande référence, c'est le grand magasin Orca. Dès que vous êtes là, vous appelez, on pourra facilement vous dire, vous indiquer là où nous sommes. Très bien. Puisque vous avez déjà, en expliquant un peu de façon résumée au sujet de votre parti politique, ce qui est tout à fait logique qu'un parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir, ainsi que la conservation. Mais, et là, déjà, je pense que ça m'amène à aller un peu dans ce qui était prévu et autrement. Est-ce que, quand vous prenez un peu le miroir politique de notre pays, les événements partant de Kasavubu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, et on l'a vécu aussi sous Joseph Kabila, parce que Mousset est parti de cette façon-là, on l'a aussi vécu sous Mobutu, même Kasavubu, je dirais. Est-ce qu'il y a-t-il un problème dans la conception des leaders politiques au sujet de la conservation du pouvoir? Puisque c'est comme si chacun voudrait y aller par ses propres méthodes, en dépit des prescrits des lois. Mobutu, Kasavubu d'abord avait eu peur d'organiser des élections parce qu'il estimait que Tchombe était devenu très populaire et qu'il l'emporterait. Et ça a amené jusqu'au coup d'État avec Mobutu. Mobutu est allé il a changé souvent des textes, il est allé jusqu'à avoir des septennats pour dire que c'était pas le temps. Il a pris septennat, c'est-à-dire 7 ans, mandat de 7 ans. Et le dernier septennat tombe le 4 décembre 1990. Amini Nguzaka Libon, Premier ministre, qui nous dira le dernier septennat est fini, mais à qui la faute? Il a eu la peur de perdre le pouvoir, il n'a pas voulu organiser les élections. Ça l'emporte finalement après 7 ans de tergiversation, controverse nationale, avec l'arrivée de l'AFDEL. Joseph Kabila arrive, on saute un peu l'étape de Mouzé, puisqu'on n'a pas tout le temps d'aller dans les détails. Au terme du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila, la même problématique. On a senti qu'il y avait véritablement cette volonté de vouloir comment faire pour que Joseph Kabila aille au-delà du deuxième et dernier mandat constitutionnel, pour autant que la Constitution, c'est bien lui qui l'a promulguée. Aujourd'hui, on est en phase de la même situation avec Félix-Antoine Tshisekedi, qui est évidemment, deuxième et dernier mandat finissant. Apparemment, le même problème refait surface. Est-ce que
quel en est le problème? La conservation, vous qui êtes déjà leader d'un parti politique, devrait se faire en termes d'individus ou en termes de la structure qu'est le parti politique? C'est une très longue question et puis très pertinente. Non, je peux capter des éléments de réponse. Premièrement, la qualité des citoyens. Vous savez, la colonisation et l'esclavagisme sont passés. Je dirais, ils ont trié les meilleurs. Donc, ceux qui ne sont pas partis en esclavagisme ou qui n'ont pas été sérieusement exploités comme des colonisés, étaient considérés comme des chétifs, les gens qui ne sont pas forts, des peureux. Les sangs qui circulent dans nos veines, c'est les sangs de ces peureux-là qui sont restés. C'est pourquoi nous avons une très très mauvaise conception du pouvoir. Et ceux qui ont conçu le pouvoir dans des pays colonisés l'ont résumé par la force, ce qu'on appelle les systèmes de pouvoir. Ça veut dire que si tu contrôles la police, l'armée, l'ANR, DEMIAP, CNC, tu as la force. Et c'est un outil qui te sert à imposer tes pensées par la force. Le deuxième élément du système qui a été monté par ces gens-là, c'est l'argent. L'argent est là pour acheter la loyauté des gens. Et le récit comme troisième élément du pouvoir, pour distraire les esprits. Alors, il y a des grands leaders comme Hitler, contrairement à ce qu'on présente. Hitler fut un très grand leader. Et lui, dans ses mémoires, il dit, si vous voulez que le peuple puisse vous obéir, il faut les maltraiter. Et il donne même l'exemple qu'il faut arracher violemment les plumes d'une poule. Ensuite, vous lui donnez à manger. Cette poule n'y l'a pas loin. Ça, c'est Hitler. Ça, c'est Hitler, oui. Quand vous lisez les mémoires d'Hitler. Et il démontre que, par exemple, ceux qui maltraitent leurs femmes ne partent pas. Mais si vous donnez tout ce qu'elles demandent, elle finira par croire que vous êtes naïf. Alors, il y a un dirigeant de la République démocratique du Congo qui l'avait dit aussi sur Top Congo. Et j'avais compris que ça relevait vraiment de la philosophie et je crois qu'il avait bien étudié Hitler. Il avait dit un jour, un des candidats présidents avait dit sur Top Congo qu'il ne comprend pas comment les Congolais peuvent chanter, applaudir et soutenir quelqu'un qui ne les nourrit pas, il ne les soigne pas, il ne donne pas les moyens, il donne tout. Mais ils sont toujours là. C'est Félix Tshisekedi, je l'avais aussi suivi, dire qu'il est étonné de voir que... Alors, tout pouvoir a comme objectif ou bien motivation de vie, c'est toujours durer au pouvoir. Mais pour durer, les gens utilisent souvent trois leviers. Diviser les gens, effrayer et faire fatiguer. Donc vous divisez les gens par la peur, et vous effrayez les gens par afin qu'ils manquent d'intérêt et qu'ils se résignent, qu'ils se fatiguent. Donc c'est ça le problème ici chez nous. Parce que ce que tu as dit là, la masse ne réfléchit pas. Si Dieu a établi des leaders, un bon leader, c'est celui qui a l'orientation. C'est celui qui connaît le point Z. Vous êtes au point A, mais lui, il connaît le point Z. Il a cette capacité de vous influencer et surtout de vous persuader. Voilà un leader. Et c'est le leadership de service, les disciples là. Mais le contexte qui règne aujourd'hui au Congo, c'est le leadership de Dadi et de Mami, imposé dans nos églises aujourd'hui. Il n'y a pas d'audit, il n'y a pas d'inspecteur. Une personne gère, une personne prie, une personne bénit, une personne prêche. S'il n'est pas là, d'autres églises même on envoie des cassettes. C'est-à-dire, vous tous là, vous n'avez pas la capacité d'être des successeurs. Parce qu'un bon chef, un bon leader prépare les successeurs. Jésus en a préparé 12. Alors, ce type de leadership finit par démontrer que s'il n'est pas là, plus rien ne peut marcher.
Et nous sommes en train de tomber dans ça. En fait, on n'est jamais parti de ça. On a toujours été dans ça. Léopold II n'a jamais mis ses pieds ici, mais tous ceux qui étaient là faisaient tout au nom de Léopold II. Mobutu, c'était Papa Beau, donc vous devez avoir sa présence en esprit partout. On a vu même sous Kabila, Joseph, où même des intellectuels refusaient de réfléchir et disaient tout Mouzana Semanini, Yeme Yalobinini, cette déification. Et nous sommes en train de tomber dans ça. Nous revenons 65 ans après dans ça. Je voudrais terminer ta question par faire une réflexion dans la Bible, dans le chapitre 6 du livre des Jean. Cette histoire, elle est intéressante en deux éléments. C'est l'histoire où Jésus, il voit une foule venir. Il pose la question à ses collaborateurs. Jésus savait qu'il pouvait avoir des maladies, il pouvait venir pour l'écouter. Mais à la différence de cette foule, il a compris que celle-ci venait pour manger, avait un problème de manger. Et il pose la question à ses disciples, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose pour eux? Et un disciple lui dit, mais nous avons juste 30 pièces ici, j'espère, comme ils sont plus de 5000, ça ne va pas suffire. Et Pierre vient lui souffler et dit, non, il y a quand même un garçon parmi eux qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a multiplié ça. Et les gens étaient servis, ils ont mangé, il y avait même des réserves. Donc si tu prends la première partie du verset, de ce chapitre, ce qui me préoccupe, c'est Jésus qui pose la question. Est-ce que ces gens ici, vous avez prévu quelque chose pour eux? Donc il avait compris qu'au-delà de la parole, au-delà des miracles, ces gens ici sont de glouteneurs. Et à la fin, l'histoire elle est intéressante encore à la fin, après avoir mangé, parce que ces gens-là étaient servis, ils ont commencé à scander. Tu es le grand prophète, reste ici, tu es le... Et Jésus avait compris que ces gens-là ne voulaient pas les lâcher, parce qu'ils avaient une possibilité de manger le pain et le poisson gratuitement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit fuir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les disciples partir par une autre voie. Lui-même, il s'est éclipsé frauduleusement pour marcher sur l'eau afin de rejoindre les disciples. Quelle est la leçon qu'il y a là? Lorsque vous êtes un leader, que vous servez à manger ou par un groupe de gens qui viennent, qui vous flattent, de ne pas respecter votre mission, il faut le fuir. Il faut le fuir. Et ça, c'était la force de Joseph Kabila qui a réussi à fuir. Et le système a continué. Le système, c'est pas les hommes. Le système, c'est mettre fin à ces mécanismes-là de flatterie, d'imposer la peur. Parce que le plus important, c'est pas faire peur à un individu. Un régime a toujours peur de la conscience collective. Parce que le jour où le peuple va surmonter la peur, l'argent et le réussite, le régime ne tiendra pas. Et nous voyons ça, nous avons des cas. Toi et moi, on peut en parler toute la journée. Le maréchal Mobutu, le 24 avril 1990, il déclare, il prend congé du père, il laisse couler ses larmes. Ses lieutenants se mettent debout, commencent à chanter « Vive le guide, vive le Mobutu ». Joseph Kabila, à son tour, un professeur, toujours des professeurs, qui dit « Oumela ». Il crée même un parti politique portant le nom de Kabila Désir. Joseph Kabila répond, il dit, on me dit quelque part où Melae, c'est pas ça la démocratie. Mon sort est réglé dans la Constitution. Un autre qui s'ajoute, Tounguluma Ponaraïs. Et aujourd'hui, on a toujours les intellectuels, des professeurs, ainsi de suite, qui nous disent, Fachagoti Gelanani pouvoir, à Paris, alors que Félix Tshisekedi dit, si un homme doit rester en bonne santé à la tête de ce pays-là, il ne doit pas faire plus de 10 ans. Qu'est-ce qui fait que eux-mêmes, qui sont les chefs d'État, ils manifestent autre chose et leur entourage immédiat fonce sur autre chose, sans tenir compte des conséquences
ou de celui qui en paierait. La question est celle-ci. Est-ce que avons-nous, ou sinon vous, la classe politique congolaise, apprenez-vous de notre propre histoire politique? Dans les années 88-89, le maréchal Mobutu a perdu son ami. Il s'appelait Ceausescu. Le président roumain. Et la manière dont les généraux, ces lieutenants, les clamer, les scander, les féliciter, les louer, l'adorer, c'était la même chose qu'au Togo, c'était la même chose qu'ici. Donc ils vivaient dans la même mouvance de Djalilo, Mubandilanga, vivaient éternellement, ainsi de suite. Mais quand les choses ont basculé, quand la conscience collective a surmonté la peur, l'argent et les récits, Mobutu a vu comment est-ce que ses adorateurs ont tourné le dos à son ami et son corps a été traîné dans la rue. Mobutu a compris que tout ce que les collaborateurs venaient lui dire là n'était pas une bonne chose et il a cédé. Il a voulu écouter le peuple, aller vers la mouvance démocratique. Là, je recommande aux gens de lire le livre d'un citoyen congolais, Patrick Mbeko, qu'il a écrit avec Ngwanda, La stratégie du chaos. Il a très bien expliqué. D'après mes recherches, j'ai compris que Kabila lisait beaucoup. Mobutu, Machiavel, il avait très bien compris. Mais Joseph Kabila avait un son dans ses oreilles qui intercédait, qui priait beaucoup pour lui, bien sûr. C'est la seule personne qui peut avoir... Il n'y a personne au monde qui peut avoir plus d'amour que cette personne-là qui parlait dans l'oreille de Joseph Kabila. Et c'était sa mère. La maman lui disait, arrête ce travail ici. Ah bon? Maman Sifa répétait toujours, arrête ce travail. Ton père en a laissé la peau. Moi, je vous ai fait grandir dans beaucoup de difficultés. Tu sais, Mouzé a commencé la politique à 19 ans. Il était déjà, je crois, ministre provincial du plan à 19 ans, je crois, 1961, au Katanga. Oui. Mouzé a fait 7 rébellions. Il a été même à Brazzaville. Il a été tout le temps parti. Donc c'est cette dame-là qui a fait grandir ses propres enfants dans la clandestinité. Tu t'imagines, ce n'est pas facile d'être le mari du premier opposant de Mobutu. Et la maman répétait tout le temps, laissez. Au point que le jour où il a fait l'alternance, il a même dansé, il était très content et sa maman était toute joyeuse de dire, enfin, tu en es sorti vivant. C'est-à-dire, chaque parent, chaque maman aimerait voir, même ceux qui ont des enfants autistes, même ceux qui ont des enfants à mobilité difficile, tout ça, il est difficile pour une maman de poignarder. Parce que la chose la plus difficile, moi j'en ai expérimenté, c'est d'enterrer son fils. Il n'y a pas quelque chose de difficile comme enterrer ton enfant. Et lorsqu'il a laissé le pouvoir en étant vivant, pour eux, ça suffit. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour les Congolais. Ils ont unifié, ils ont donné l'administration. Si vous allez comprendre, que si vous n'allez pas comprendre, on reste de le faire. Mais je crois que maintenant, là, nous sommes à un tournant très décisif, ce qu'on appelle en psychologie l'acte volontaire. Tout dépendra de la volonté de l'actuel dirigeant. Parce que je dois te dire, Henri, au monde, l'héritage matériel, ça ne sert à rien. On est en train de casser le Moyen-Orient. C'est-à-dire, le monde a toujours été bâti, il a toujours été cassé. Il disparaît. Disparaît, ainsi de suite, le cycle continue. Comme disait quelqu'un, tout coule. Tout passe. Alors, le plus grand héritage, c'est les noms. Donc, il faut savoir entrer dans l'histoire. Nous sommes en phase où vous entrez dans l'histoire comme première alternance, mais vous risquerez de quitter l'histoire en dotant la République de 2 constitutions. Nous sommes à une bifurcation où nous avons le risque d'avoir 2 constitutions. Une constitution de la mission et une constitution du mandat. Ça relève d'une relation directe, entre le Saint-Esprit et le président. Ça, c'est de sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que nous sommes dans un état où il ne peut pas y avoir de référendum. Parce qu'il faut couvrir toute l'étendue. Nous sommes en état d'urgence, nous sommes en guerre. Moi, je pense.
Parce que toute chose étant pareille égale, on connaît finalement ses méthodes, tout est prévisible. Nous sentons que c'est de sa volonté de nous doter d'une nouvelle constitution, de missions. Moi, je pense qu'ils doivent plus reculer. Il faut qu'ils avancent. Mais qu'ils ne fassent pas la politique d'Autriche. Avancer obstinément, même si non, il y a un obstacle qui... Politiquement, ils peuvent. Non, il n'y a pas d'obstacle. Oui. Ils peuvent le faire. Politiquement, ils peuvent le faire. Mais qu'ils soient seulement encouragés. Goïta l'a fait. Goïta, quand il prend le pouvoir au Mali, il donne une transition de 2 ans. Il dit, je vais remettre le pouvoir au peuple, aux civils dans 2 ans. Finalement, il en prend goût. Lui qui était capitaine, il devient un général 4 étoiles. Hier, ils sont même nommés ministre de la Défense. Hein. Il a maintenant 5 fonctions. Goïta du Mali. Et un jour, le ministre de la Défense venait d'être tué. Oui, mais il a pris lui-même ses fonctions. Et il a signé une ordonnance en disant que désormais le mandat est de 7 ans et je continue. Moi, je crois que comme c'est déjà rédigé, mais il ne faudrait pas que ça ressemble à la constitution du mandat. Parce que les arguments, nous autres, nous sommes très gênés. D'abord moi-même comme fils d'un pasteur et puis mon pasteur, dans notre église, on nous interdit de critiquer les hommes de Dieu. Donc on ne commente pas. Maintenant, c'est là qui devraient rester à l'abri des commentaires pour nous gérer. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les couples sont divisés. Hein? Les couples sont divisés, les bandits sont très gênés. J'ai même suivi un pasteur au Katanga qui a vraiment pratiquement injurié les gens. Il a dit, c'est lui qui ne veut pas du changement de constitution qu'il quitte. Comme on ne va pas réviser. Réviser, ça allait appeler un débat. Mais comme on change, écoutez, la constitution sur laquelle, du 16 mai 1960, sur laquelle Kassavou et Lumumba ont prêté serment, était promulguée par les rois des Belges. Voilà la constitution des étrangers. Tout à fait. Allez, bon. En 64, Kassavou a voulu rédiger en lui. Un coup d'État est venu, l'a remballé. Mais je salue Mobutu. Je suis quelque part admirateur de Mobutu. Était très courageux. Il décide d'amener sa constitution de la couleur verte. Il n'y avait rien qui ressemblait à l'ancienne constitution. Et félicitations pour lui. Mouzé arrive très courageux. Il nous amène des décrets ayant comme force de loi constitutionnelle avec 9 articles. Ça, c'est à féliciter. Ça, c'est un changement. Joseph arrive avec la constitution de mandat de couleur bleue que nous avons ici. Alors, on estime que c'est venu du diable, c'est venu du Rwanda. Il y a même un éminent prédicateur. Ils sont à 2 d'ailleurs. L'autre a 18 diplômes universitaires, l'autre a une église de plus de 80 000 hommes. Quand ils disent que cette constitution bleue que nous avons du 16 février 2006 est la source de notre malheur, ces jours-là, j'ai donné l'offrande. J'ai dit, gloire au Seigneur. Le peuple d'Israël tournoyait dans le désert, mais Moïse a amené les 10 commandements. Mais la loi est arrivée, venue du ciel, pour réglementer. Maintenant, ils nous ont dit ici, la constitution de la mission ici vient du ciel. C'est la volonté de Dieu. Moi, j'applaudis. De mes 10 mains, je salue. Et je dis qu'il ne faudrait pas que ça ressemble à l'ancienne constitution. S'ils sont courageux, à partir de couleur, pas de bleu. Mais la couleur, c'est le drapeau national. Non, ça mais peut changer. Prendre, non, attention. Parce qu'on ne change pas la couleur du drapeau. Si, dans ces pays, on a déjà changé. Oui. On change toujours. Ça, là, il était question d'un parti-État. Changer. Dans ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit va changer les habits, ça veut dire que tu ne reviens pas en costume. Reviens en culotte. Parce qu'ils ont dit que celle-ci est la source de notre malheur. Mais s'il vous plaît, c'est là une petite question. Est-ce que ce ne serait pas aussi tout ceci ne viendrait-il pas de ceux qui étaient dans le privilège de Joseph Kabila quand on entend chez Okitundu dire que cette constitution était venue des 1000 collines? Non, on m'a dit qu'il a démenti dire ça. Maintenant des autres qui n'étaient pas dans cette sphère, ils captent.
Parce qu'ils font foi à ceux-là qui étaient dans le giron, qui étaient tout le temps avec lui. Celui-là était d'abord son dirkab, ainsi de suite. Donc, parmi les hommes de confiance. Non, le monde a toujours, le peuple a toujours aimé les moindres efforts. J'étais parlé de Jean chapitre 6. Parce que Jésus a nourri. Ceux-là qu'il a nourris n'ont pas voulu qu'il parte. Ceux qui sont au mangeoire préfèrent toujours rester parce qu'il n'y a pas une loi. Hein? Si on avait une justice qui pouvait les interpeller, les guetter. Tu as suivi, nous avons eu quelques procès ici, non? En commençant par le procès 100 jours. C'était révélateur de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes dans le procès Fulvao. Quand tu suis le procès Fulvao, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que ces gens-là aimeraient quitter le pouvoir lorsque tu as un documentaire de 6 minutes à 1 500 000 $? Comment toi aussi tu peux fuir ça? Tu vas avoir cette capacité de prendre distance de ça. C'est ça, avoir de la hauteur. Parce que comme disait le professeur Gbagbo, un homme politique n'a pas d'intérêt à être riche. Et Joseph Kabila l'a dit un jour à ses collaborateurs. Hein, vous pensez aux maisons, vous pensez aux véhicules. Est-ce que sur cette terre, il existe les biens d'Abraham, il existe les biens de Job, il existe... Ce qui est important, l'héritage le plus important, c'est les noms. Il faut laisser un grand nom. Et lorsque vous portez des grands noms, ces gens-là souffrent généralement de transcender. Et ils portent le nom de quelqu'un qui n'a pas bâti des buildings. Il a été de toutes les fonctions. Mais il est resté un homme simple. Une voiture normale chez lui, à côté de sa femme et ses enfants. Mais il a laissé un grand nom. C'est ça. Le choix, je vous dis ici, est de savoir quel type vous allez laisser dans l'histoire. Parce que vous le vouliez ou non, nous allons avoir 2 constitutions. La constitution bleue va rester pour ceux qui sont à l'Est. Et ici, nous aurons, j'espère, couleur de jaune ou mangouste. Non, on ne peut pas avoir jaune parce que la couleur jaune existe déjà dans la couleur bleue. Nous avons des totems du genre des animaux sauvages. Hein? Maintenant, on va avoir une constitution peut-être qui va nous amener des animaux domestiques. Donc, il faut changer totalement. Il y a des formulations du genre le mandat du chef de l'État et ça ne doit pas exister. Il faut amener une nouvelle. Je te raconte une histoire rapidement. Parce que cette histoire, on en parle un peu beaucoup. Les constitutions que nous avons en Afrique subsaharienne copient le modèle de la constitution française de 58. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la France qui... Elles sont comme des sous-constitutions. Mais nous avons la même structure. Nous avons le gouvernement, donc le président, le gouvernement, le parlement, les judiciaires, ainsi de suite. C'est ça la structure constitutionnelle. Donc, et lorsque vous voulez changer, lorsque vous estimez que cette constitution elle est mauvaise, il faut changer la structure. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement, il ne faut pas qu'il y ait un parlement, il ne faut pas qu'il y ait un Sénat. Parce que nous tous, nous allons ressembler à ça. Seul Houphouët-Boigny a participé à la rédaction de la Constitution. Les 14 intellectuels qui étaient là en 1960 ne pouvaient pas rédiger la Constitution. Et nous nous rendons compte que 66 ans après, nous avons encore des gens qui ne savent pas rédiger la Constitution, mais qui en parlent. Donc vous avez des semi-lettrés, des lettrés, mais portant des casquettes des spirituels, des techniciens ici, qui disent qu'ils vont rédiger la Constitution. Ils peuvent faire du genre, par exemple, le mandat est à vie. Je termine en te démontrant un élément. Nos amis, ceux qui sont très culturels, ils ont des difficultés parce qu'on ne change pas les papas dans la famille. Quand vous allez à l'église, vous ne changez pas de pasteur. Ils ont un mandat à vie. Les prêtres, ils ont un mandat à vie. Les chefs coutumiers ont un mandat à vie. Beaucoup de choses autour de ces gens-là ont des mandats à vie. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je voudrais les apaiser. La constitution ici, maudite ici, celle venue du Rwanda, dit que un parti peut demeurer au pouvoir millénaire, même un siècle. L'UDPS peut rester à la présidence de la République pendant 100 ans. Mais un individu, c'est 10 ans. Le même parti doit préparer l'alternance pour le faire. Mais si tu veux rester au pouvoir, toi comme individu, 100 ans, il faut être Premier ministre. Tant que tu auras la majorité au Parlement, tu resteras Premier ministre 100 ans. Et c'est toi qui diriges au quotidien. Donc ça ne sert à rien de venir changer les mécanismes. Si tu veux diriger, tu redescends. Poutine est déjà descendu une fois comme Premier ministre. Mais vouloir tout s'arroger comme pouvoir, je crois qu'il faut beaucoup prier pour celui qui est là, afin que le Saint-Esprit puisse l'orienter
et qu'il ne tombe pas dans le piège de mangeurs de pain et de poisson. Vous l'avez dit ici que vous ne pouvez pas critiquer les pasteurs, les hommes de Dieu. Vous êtes fils d'un pasteur, mais sans pour autant chercher à vous pousser sous cet angle-là. J'ai suivi Godin Poui, qui lui-même a dit dans cette circonstance-là qu'il est là sous la casquette de pasteur. Mais il dit ceci, juste ce qu'il a dit là, que là où les chefs d'État sont restés longtemps au pouvoir, il y a stabilité des nations. Comme pour dire que tout le problème ne tourne qu'autour du nombre et durée des mandats. Comment vous réagissez par rapport à ce qu'il a dit? Que là où les chefs d'État restent le plus longtemps possible à la tête du pays, il y a stabilité. Je réponds parce que tu as cité son nom. Mais tu n'as pas présenté à la casquette d'un homme de Dieu. S'il a prononcé cette phrase-là, parce qu'elle est inspirée du Saint-Esprit, je dis Amen. Mais s'il l'a dit, comme chercheur, comme scientifique, qui a fait le monde, qui a 18 diplômes universitaires, avant de parler de lui, prenons trois cas. Dans la thèse et dans l'antithèse. Mugabe a fait combien de temps au pouvoir? Plus de 30 ans. Est-ce qu'en Afrique, le Zimbabwe est le modèle de développement? Mobutu a fait 32 ans au pouvoir ici. Sommes-nous en face d'un modèle de développement? Sassou, à Brazza, est-ce qu'il nous empêche du soleil et du soir avec des buildings de Brazzaville? Ça, c'est côté thèse, tel qu'il dit là. Ceux qui nous suivent peuvent conclure. Le mandat en Suisse, le mandat présidentiel en Suisse est d'une année. Une année. La Suisse est-elle développée, oui ou non? Peut-être il n'y a jamais été. Bon, prenons le modèle des États-Unis, qui eux vantent. Le mandat est de 4 ans. Une constitution de 1741. Tu peux prendre les pays scandinaves, Danemark, Suisse, ainsi de suite. Est-ce que avoir des diplômes, avaler, glutiner ce que les autres ont écrit, et tu le restitues? Parce que l'école, c'est quoi? C'est aller écouter un monsieur qui te raconte sa vie, et puis un jour, il te pose la question, qu'est-ce que je vous ai dit? Et toi, tu dis, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Il vous donne même 0. Bon, voilà. Si tu as répété ce qu'il a dit, tu as dit sur 10. Ben voilà, et c'est une présomption que toi, tu es le génie. Oui. Il a été à la DGDA avec Rugwiza, il a fréquenté. Quand on regarde son entreprise, moi je ne connais pas beaucoup ses biens. J'ai vu tout simplement, il a failli faire la rébellion à cause d'une parcelle. Clôture d'une parcelle. Mais sa plus grande entreprise dont il est supposé vulgariser, il a une église à Bandal. Il est la médiane entre les aînés comme les Mutombo, les Coutinho, les Soni Kafuta, Kankenza et les autres, et la nouvelle génération ici, Marcelo, JF, Mbiye, tu vois, lui il est là, lui il est là. Les anciens là, ils nous ont démontré qu'ils ne terminaient jamais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, Armée de l'Éternel n'est jamais fini, Coutinho n'a jamais fini un temple, Kankenza et les autres. Mais écoutez le montant que Dieu a mis entre leurs mains. Et nous sommes en train de voir des jeunes comme Moïse Mbiye qui transforment. Voilà un leader qui a réussi à faire progresser l'œuvre de son père. Ça, c'est Moïse Mbiye. Et tu vois Kalambaye, que j'aime beaucoup, qui est venu du néant. Son père n'est ni pasteur, je crois, ni quoi. Mais il a bâti un temple, Marcelo, cathédrale. Un ancien diamantaire à l'époque. Son père. Oui. Donc il a vraiment le sang du business. Et que Dieu le bénisse. J'ai vu, on a inauguré une œuvre extraordinaire.
Regarde un peu. Alors, lui, maintenant, il se retrouve au milieu. Tu sais qu'il est le seul à Kinshasa qui a une église de rideaux. Église des rideaux. Quand je suis arrivé à Kinshasa en 2003, entre 2000 et 2003, les églises avaient des rideaux. Hein? C'est-à-dire qu'on met des rideaux derrière. Ce monsieur-là a une église avec des rideaux. Un jour, j'ai fait une étude. Hein? J'ai étudié ce qu'il portait chaque dimanche pendant 1 mois. C'est-à-dire ce que Dieu a pris. Il l'a mis entre ses mains. Parce qu'il est son serviteur. Et Dieu paye bien. S'il prenait ça pour bâtir une œuvre, on aurait toute une cathédrale. Mais jusque-là, il a une rideau. Derrière lui, quand il prêche, le bruit, vous avez le bruit des véhicules. Quand il pleut, on arrête de prêcher. Il n'y a pas de split, il n'y a pas de quoi dans son église. Donc, quand il donne cet exemple, s'il les donne comme pasteur, qu'il arrange d'abord le rideau, mais s'il les donne comme intellectuel, qui visite la Suisse, les États-Unis, Danemark, et qui regarde Brazza, Kinshasa et Zimbabwe, il verra que son argumentaire là est ridicule. Ne tient pas. Est ridicule. Joseph Kabila sous sanction du Trésor américain. Est-ce que, ou sinon, en quoi ces sanctions, en quoi résiderait leur particularité? Parce que l'histoire récente nous renseigne que après les élections de 2018, il y a eu toute une liste des citoyens congolais, entre autres Corneille Nangaa, Norbert Basengizi, qui vient de remplacer Bahati Lukwebo au bureau du Sénat, Benoît Luamba, paix à son âme, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Tous ces gens-là étaient sanctionnés, et même Lambert Mende, Chadari et consorts. Donc, ce n'est pas une première. Et alors, en quelles en seraient les particularités des sanctions contre Joseph Kabila, qui ont même appelé à une marche hier pour ce soutien-là, où on a vu, au lieu d'arborer les drapeaux congolais, on arbore le drapeau américain, et on a même brûlé le siège du PPRD sur Sendwe. Voilà un peu la question. Quelles en sont les particularités de ces sanctions-là contre Joseph Kabila? Est-ce que tu sais que à la fin du premier mandat du régime actuel, il y a eu aussi des sanctions dans son entourage? Tu as souvenance de ça? L'entourage de Félix Tshisekedi? Oui. Tu sais que Ouamé s'est sanctionné aussi.